Imaginez une histoire d'amour. Elle l'a rencontré, l'élu. Le mariage était parfait, rempli de promesses et de rêves. Ils ont construit une vie ensemble, tout partagé. Sauf, peut-être, une idée d'argent. Il n'était pas imprudent, pas intentionnellement. Il ne comprenait simplement pas. L'argent était une chose confuse et stressante qui semblait s'évaporer plus vite qu'il ne pouvait le gagner. Les décisions étaient prises sur un coup de tête, sous l'émotion, selon ce qui leur semblait bon du moment. Économie, c'était un mot pour les autres. Investir, cela semblait compliqué pour les banquiers et les milliardaires. Les années passèrent. Et cette vie de rêve, elle ressemblait davantage à une cage. Chaque mois était une véritable galère. Pénalité de retard, découvert, l'angoisse tenace de savoir, y aura-t-il assez? Elle restait allongée, éveillée, les yeux rivés au plafond, murmurant la question que personne ne veut poser. Pourquoi l'amour ne payait-il pas les factures? Cette histoire vous touche-t-elle un peu trop? Peut-être ne s'agit-il pas de factures de mariage, mais plutôt de prêts étudiants, de dettes de cartes de crédit, ou simplement de ce sentiment d'être coincé dans une roue de hamster financière, malgré tous vos efforts. On nous a appris que les problèmes financiers sont, eh bien, une question d'argent. On ne gagne pas assez. On dépense trop. L'économie va mal. Et si je vous disais que c'est généralement le symptôme, pas la cause? Et si 99% des difficultés financières, les loyers en retard, les économies épuisées, les disputes à propos de factures, avaient en réalité une origine bien plus profonde? Quelque chose que l'argent seul ne peut pas résoudre? C'est une question de choix. C'est une question de croyance. C'est une question de schéma de pensée discret, souvent inconscient, dont nous héritons ou adoptons. C'est une question d'état d'esprit. Pensez à Jack Ma, l'un des hommes les plus riches d'Asie. Est-il devenu milliardaire en faisant des heures supplémentaires sans fin? En économisant chaque centime? Non. Il est devenu milliardaire en pensant différemment. Radicalement différent. Ses idées paraissaient souvent, eh bien, scandaleuses aux yeux des penseurs traditionnels. Citation de Jack Ma. La principale cause de la pauvreté n'est pas l'argent, mais l'état d'esprit. Il a déclaré avec une phrase célèbre, la principale cause de la pauvreté n'est pas l'argent, mais l'état d'esprit. Pour lui, la pauvreté n'était pas seulement un manque de moyens. C'était comme une mauvaise habitude, transmise de génération en génération par des croyances limitantes et des décisions fondées sur la peur. Et la richesse, ce n'était pas une question de chance ou de QI de génie. Jack Ma a échoué 2 fois à ses examens d'entrée à l'université. Il a été refusé à 30 postes différents, dont un chez KFC. Ce qui le distinguait, ce n'était pas ce qu'il avait gagné au départ, mais sa façon de penser. Cet état d'esprit, c'est l'arme secrète que la plupart des gens ne développent jamais. C'est pourquoi ils restent fauchés, génération après génération, prisonniers des mêmes chaînes invisibles. Pensez aux choix qui ont mis ce couple dans l'embarras. Épouser quelqu'un qui paraissait beau sur Instagram, mais qui manquait de vision financière. Accepter un emploi, sur recommandation d'un oncle, au lieu de chercher à progresser. Dépenser de l'argent pour impressionner des gens qui ne se souciaient même pas vraiment d'eux. Ce n'était pas des hasards. C'était le résultat direct de choix irréfléchis. Des choix faits par peur, par ignorance, sous la pression, ou simplement sur la base d'une émotion passagère. Et ces choix sont à l'origine des désastres financiers que nous imputons plus tard à la malchance ou au manque d'argent. Vous voulez connaître les décisions les plus coûteuses de votre vie. Ce n'est pas l'achat d'une voiture. Ce n'est même pas l'achat d'une maison. C'est la personne que vous épousez. C'est la personne à qui vous demandez conseil. C'est la personne que vous essayez d'impressionner par vos dépenses. Ces décisions déterminent la trajectoire de votre vie financière plus que votre salaire ne le fera jamais. Elles déterminent si vous allez bâtir un patrimoine durable ou passer votre vie à vous battre pour des miettes chaque mois. Et si une décision intelligente prise aujourd'hui pouvait complètement transformer l'avenir financier de votre famille pour les 100 prochaines années? Non, sérieusement. Et si cet instant précis, maintenant, était le point de départ d'un nouvel héritage? Car tandis que la plupart des gens courent après l'argent, les plus riches investissent stratégiquement dans des actifs. Ils n'achètent pas pour impressionner les autres, ils achètent la liberté. Ils ne se concentrent pas sur le salaire du jour.
Ils construisent des noms de famille et des fortunes qui résonneront de génération en génération. Mais voici le tournant crucial que la plupart des gens oublient. Voyez-vous, 70% des familles riches perdent leur fortune à la deuxième génération. À la troisième, pouf, disparu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas seulement transmis de l'argent. Elles ont transmis des biens. Elles ont transmis des attentes. Mais elles ont souvent omis de transmettre la sagesse, l'état d'esprit, les décisions qui ont créé la richesse au départ. L'argent sans structure, sans compréhension, meurt vite. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que vous vous posiez une question. Une question vraiment honnête. Qu'est-ce que je construis, maintenant, qui continuera d'exister, de créer de la valeur, d'être une source de force, longtemps après ma disparition? Si la réponse honnête vous semble un peu rien, alors peut-être, juste peut-être, cette vidéo est le signal d'alarme dont votre futur vous remerciera infiniment. Souhaitez-vous tracer une voie différente? Apprendre les stratégies silencieuses pour bâtir une véritable richesse? Si oui, prenez une pause, consultez les commentaires et déclarez haut et fort: je serai le premier milliardaire de ma famille. Ou simplement, je suis prêt à bâtir. Dites-moi que vous me suivez dans cette aventure. Dès que je lirai votre commentaire, je l'apprécierai. Et tant que vous y êtes, si vous appréciez ce genre de contenu, cliquez sur « J'aime » et vous abonner ne prend qu'une seconde et permet à cette chaîne de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Nous vous proposons encore plein d'autres conseils pratiques et inspirants pour vous aider à vivre une vie plus réussie et épanouissante, bâtie sur des bases solides. Bon, en supposant que vous ayez pris cet engagement, envers moi et envers vous-même, examinons les grandes lignes. Les types d'actifs auxquels Jack Ma, et tant d'autres comme lui, adhèrent. Les fondements d'une richesse tranquille et durable. Commençons. Plan numéro 1, l'immobilier. Avez-vous déjà remarqué que les plus riches ne se contentent pas d'exhiber leurs voitures de luxe et leurs jets privés? Ce sont souvent les plus grands propriétaires fonciers. Jack Ma, malgré son empire technologique, a toujours compris le pouvoir fondamental des actifs tangibles. Et lorsqu'il parle de construction durable, l'immobilier figure en bonne place. Mais il ne parle pas d'une immense demeure juste pour frimer. Il parle de biens locatifs. Calmes, ennuyeux, des biens locatifs rentables. Le genre de biens qui ne crient pas, mais qui sont performants. Jack Ma disait souvent: ne travaillez pas pour l'argent, laissez l'argent travailler pour vous. Et quel meilleur employé qu'un immeuble dont vous êtes propriétaire, mais dans lequel vous n'habitez pas? C'est le principe fondamental. Les riches n'achètent pas seulement une propriété. Ils achètent un système qui les rémunère chaque mois. Qu'ils dorment, voyagent ou soient coincés dans les embouteillages, leur loyer continue d'arriver. Beau temps, mauvais temps. C'est comme planter un arbre d'ombrage à 20 ans et se détendre sous ses branches abondantes à 60 ans, tout en subvenant à vos besoins et à ceux de votre famille. Laissez-moi vous brosser un tableau. Voici Amina. Elle approche de la trentaine et travaille dur dans un emploi exigeant. Elle fait des sacrifices. Elle renonce aux vacances coûteuses dont ses amis se vantent. Elle prépare son déjeuner au lieu d'aller au restaurant. Et elle économise. Avec soin. Elle utilise cet argent économisé pour s'acheter une modeste maison de 2 chambres. Peut-être qu'elle n'est pas dans le quartier le plus branché. Peut-être qu'elle a besoin de quelques travaux. Ses amis la prennent pour une folle. Vivez un peu, disent-ils. Voyagez. Profitez de votre jeunesse. Mais Amina a un plan. Elle loue la 2e chambre. Le loyer qu'elle perçoit ne fait pas que l'aider. Il couvre la totalité du remboursement du prêt immobilier. Elle vit pratiquement gratuitement, ou à un coût considérablement réduit. 10 ans passent. Le marché fait son œuvre. La valeur de sa maison double. Son loyer augmente, reflétant le marché. Amina, qui approche de la trentaine, a accumulé un capital important. Elle a un revenu passif stable. Elle a des options. Ses amis, toujours locataires, toujours à se plaindre de leur patron et du coût de la vie. Qui vit vraiment sa vie maintenant? Jack Ma a toujours joué sur le long terme. Il disait: si vous voulez grandir vite, plantez du riz. Si vous voulez grandir fort, plantez des arbres. L'immobilier est un arbre. Cela demande du temps, de la patience et de l'attention. Mais une fois arrivé à maturité, il vous abrite non seulement, mais peut aussi subvenir aux besoins de vos enfants, et même de leurs enfants. C'est ça, la richesse durable. Pas celle qu'on exhibe pour des likes.
celle qui apparaît discrètement sur votre compte en banque, mois après mois. Voici un autre aspect important que Jack Ma apprécierait. L'immobilier vous protège de l'inflation. Lorsque le prix des produits alimentaires, de l'essence et des vêtements augmente, devinez quoi d'autre augmente généralement? Le loyer. Ainsi, alors que tout le monde subit les conséquences de la hausse des prix, les propriétaires peuvent souvent ajuster les loyers à la hausse, contrant ainsi discrètement l'inflation. Et n'oublions pas les avantages fiscaux. Les impôts fonciers, souvent déductibles. Les intérêts hypothécaires, déductibles. Les frais de réparation, souvent déductibles. Et puis il y a l'amortissement, une dépense papier qui réduit votre revenu imposable sans vous coûter de l'argent. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une ingénierie financière légendaire. Et peut-être le plus beau dans tout ça, l'immobilier est un bien que l'on peut transmettre. C'est l'un des rares actifs qui ne s'accroît pas seulement. Il vous survit. Imaginez que votre fille ou votre fils hérite d'une maison dont le prêt hypothécaire est entièrement remboursé et qu'un locataire lui verse des mensualités. Ce n'est pas seulement un héritage, c'est une base de paix financière, un avantage que vous lui avez donné. Je sais ce qui freine la plupart des gens. La peur. Je n'ai pas assez d'argent. C'est trop compliqué. Jack Ma vous regardait droit dans les yeux et riait doucement. Il disait toujours, si tu veux faire quelque chose de grand, commence petit. Pas besoin de millions pour acheter sa première propriété. Il faut du courage, de la créativité et une volonté d'apprendre. Achetez un duplex et vivez d'un côté tout en louant l'autre. Trouvez un partenaire de confiance. Envisagez des financements créatifs. Étudiez le marché. Posez des questions. Lancez-vous. Car si vous attendez de vous sentir assez riche pour investir dans des actifs, vous n'y arriverez probablement jamais. Nous aspirons tous à la liberté. La liberté de vivre au jour le jour. La liberté de choisir comment occuper son temps. L'immobilier ne se contente pas d'offrir cette liberté. Il vous permet de l'acquérir. Lentement, discrètement, mois après mois. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et que le scénario a basculé. Vous ne travaillez plus pour l'argent. Votre argent, incarné dans ces biens, travaille sans relâche pour vous. Prêt à planter votre arbre? Allez dans les commentaires et tapez « J'investirai dans l'immobilier ». Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous ne rêvez pas seulement. Vous vous engagez à agir. Vous commencez à penser comme Jack Ma. Et vous plantez votre arbre aujourd'hui. Passant du monde tangible des briques et du mortier aux moteurs invisibles de l'économie mondiale, les riches comprennent également le pouvoir de posséder de petites par des plus grandes entreprises du monde, sans le casse-tête de choisir les gagnants et les perdants. Deuxième stratégie, les fonds indiciels et les ETF. Pour le commun des mortels, c'est peut-être l'expression la plus élégante de « laisser l'argent travailler pour soi ». Imaginez-les comme l'achat simultané de minuscules parts de centaines, voire de milliers d'entreprises prospères. Apple, Amazon, Google, Tesla, les géants que vous connaissez, et des milliers d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler. Au lieu d'essayer de choisir l'œuf d'or qui vous rendra riche, vous achetez discrètement, de manière ennuyeuse, une petite part de la ferme entière. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que vous ne misez pas sur une seule entreprise. Si une entreprise est en difficulté, les 499 autres de votre fonds indiciel S&P 500 prennent le relais. Vous évoluez avec le marché. Vous devenez le marché. Vous vous souvenez d'Amina, dans notre exemple immobilier? Disons qu'en parallèle de son parcours immobilier, elle a également décidé d'automatiser son épargne. Seulement $100 par mois, prélevés directement sur son salaire, vers un fonds indiciel boursier diversifié. Pas de chichi. Pas de prédiction du marché. Pas de vérification des cours horaires. Juste une présence. Mois après mois. Discrètement. Régulièrement. 10 ans plus tard, elle consulte ce compte séparé et découvre des dizaines de milliers de dollars qui ont fructifié pendant qu'elle vivait sa vie, qu'elle travaillait, dormait, ou même, oui, qu'elle faisait parfois des erreurs. Voilà le pouvoir d'un investissement cohérent dans des actifs diversifiés. Même le légendaire investisseur Warren Buffett, qui a fait fortune en sélectionnant des actions individuelles, a conseillé à sa famille de s'en tenir aux fonds indiciels S&P 500 à bas prix après son décès. Pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, l'ennui crée la richesse. Tenter de battre le marché est un travail à temps plein pour les génies.
Devenir le marché est à la portée de toute personne disciplinée. Jack Ma a dit un jour, ne mettez jamais tous vos espoirs dans le travail acharné. Il faut aussi travailler intelligemment. C'est ça, travailler intelligemment. Votre argent, exploitant la puissance collective de l'économie mondiale, croît tranquillement pendant que vous vous concentrez sur le développement de vos compétences, de vos relations et de votre revenu principal. Alors posez-vous la question, honnêtement, courez-vous après les pièces brillantes et excitantes, en essayant de choisir la prochaine action à la mode en vous basant sur un conseil, ou construisez-vous une richesse tranquille et diversifiée qui croît régulièrement au fil du temps, vous permettant de dormir sur vos deux oreilles la nuit? Imaginez maintenant un actif qui non seulement prend de la valeur, mais vous rapporte également un revenu régulier, simplement parce que vous le possédez. C'est comme si votre argent vous envoyait de petits chèques de paie. Plan numéro 3. Les actions à dividendes. Si les fonds indiciels sont comme posséder une ferme entière, les actions à dividendes sont comme posséder les vaches primées qui produisent du lait quotidiennement, que la ferme vend ensuite et dont vous recevez une part des bénéfices. Vous investissez dans des entreprises stables et rentables, pensez à des noms connus que vous utilisez quotidiennement, comme Coca-Cola, Johnson & Johnson, ou des banques fiables. Et ces entreprises, pour partager leur succès avec leurs propriétaires, vous versent une partie de leurs bénéfices, généralement tous les 3 mois. Il s'agit de revenus que vous n'avez pas comptabilisés. Vous n'avez réalisé aucune vente, ni fourni aucun service. Vous possédiez simplement une part de l'entreprise. Il s'agit de revenus purement passifs. Mais c'est là que ça devient vraiment efficace. Vous pouvez choisir de réinvestir automatiquement ces dividendes pour acheter davantage d'actions du même titre. Votre petit revenu n'est pas dépensé. Il sert à acheter d'autres petits revenus. Petit à petit, ce filet d'argent se transforme en ruisseau, puis en rivière, puis en cascade. C'est ainsi que des gens ordinaires, enseignants, mécaniciens, parents au foyer, se constituent un patrimoine et des revenus importants au fil du temps. Non pas par des stratagèmes pour devenir riche rapidement, mais brique par brique, dividende par dividende. Jack Ma comprenait la patience. Il disait, « Aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera radieux. » La plupart des gens abandonnent pendant la phase « demain sera pire ». Mais les rares qui persévèrent, qui continuent à semer les graines des dividendes, se réveillent un jour avec une liberté financière qui semblait presque impossible quelques années auparavant. Imaginons qu'une personne, débutant avec seulement $50 par mois dans la trentaine, achète régulièrement des actions ou des fonds à dividendes. 10 ans plus tard, ces dividendes trimestriels pourraient suffire à couvrir sa facture mensuelle d'épicerie. 5 ans plus tard, ces dividendes pourraient lui permettre de payer sa facture d'électricité, puis sa voiture, et finalement une part importante de son loyer ou de son prêt immobilier. Elle ne se contente plus de courir après ses salaires. Elle est propriétaire de la machine qui les imprime. Alors posez-vous la question, vivez-vous au jour le jour, en attendant le prochain versement, ou construisez-vous un système, action par action, qui vous rémunère automatiquement et vous redonne le contrôle de votre temps et de votre énergie? Bien que les actions soient accessibles, les plus riches jouent souvent un jeu plus profond, en investissant dans des entreprises avant qu'elles ne soient cotées en bourse. Plan directeur 4, capital investissement et propriété d'entreprise. Prendre le contrôle du moteur. Plan numéro 4, capital investissement et participation directe. La plupart des gens n'entendent parler de capital investissement que lorsqu'ils lisent des articles sur l'acquisition de grandes entreprises par des milliardaires. Mais ce principe est accessible à plus petite échelle. Il s'agit de détenir des parts d'entreprises avant qu'elles ne deviennent célèbres, voire avant leur introduction en bourse. Cela peut se traduire par un investissement dans une start-up, une prise de participation dans une entreprise locale rentable, ou même l'acquisition et la gestion de sa propre petite entreprise. C'est comme planter un arbre fruitier. On investit tôt, on arrose, on attend patiemment. Et un jour, il génère des profits constants. Jack Ma connaît ce jeu comme sa poche. Il n'a pas simplement créé Alibaba de toutes pièces. Il a aussi été l'un des premiers investisseurs et bailleurs de fonds d'autres entreprises.
Les riches ne se contentent pas de courir après la croissance, ils achètent les moteurs de la croissance. Ils acquièrent des entreprises, les développent discrètement, attendent patiemment et engrangent des rendements importants, soit grâce à des bénéfices constants, soit en les vendant à un prix bien plus élevé. Et il n'est pas toujours nécessaire de partir de zéro. Vous pouvez racheter des entreprises existantes et rentables. Pensez aux laveries automatiques, aux stations de lavage, aux sites web de niche performants, aux entreprises de services de proximité. Elles ne sont peut-être pas très prestigieuses, mais elles génèrent des flux de trésorerie réguliers. J'ai entendu parler d'une femme nommée Sarah, qui a dirigé une clinique médicale pendant des années. Elle a constaté que le propriétaire ne venait qu'une fois par semaine, mais gagnait plus en un mois qu'elle ne gagnait en une année. Elle comprenait parfaitement le fonctionnement. Elle a épargné avec diligence, obtenu un prêt pour petite entreprise et racheté une clinique locale en difficulté qui avait besoin de son expertise. Elle n'était plus seulement une employée. Elle était la propriétaire. Elle a mis en œuvre ses idées, amélioré son efficacité et changé la donne en matière de revenus et de vie. Alors, voici la question. Voulez-vous continuer à travailler pour des entreprises toute votre vie, aidant ainsi quelqu'un à bâtir son patrimoine? Ou préférez-vous devenir le moteur de l'entreprise et réinvestir les bénéfices pour vous et votre famille? Pendant que la foule est absorbée par les turbulences boursières quotidiennes, des gens, comme Jack Ma, restent en coulisses, croyant au scénario avant même que le spectacle ne commence. Parlons maintenant d'un atout véritablement ancré dans la réalité, littéralement. Quelque chose d'ancien, d'essentiel et d'étonnamment puissant. Plan directeur 5, terres agricoles. Valeurs essentielles et durables. Imaginez, pendant que tout le monde est obsédé par la volatilité des crypto-monnaies, le scandale des valeurs technologiques ou les derniers titres de l'actualité, il y a ce petit bout de terre tranquille et sans prétention, qui fait son travail. Pas de tweet, pas de battage médiatique, pas de crack du jour au lendemain. Juste une production calme et régulière. C'est ça, la terre agricole. Vous n'avez pas forcément besoin de labourer les champs ou de vous battre avec le bétail. Vous êtes propriétaire de la terre. Vous pouvez la louer à des agriculteurs expérimentés qui la travaillent. Vous recevez une part des récoltes ou un loyer fixe. C'est simple. Les cultures poussent. Les gens mangent. Votre compte en banque s'enrichit tranquillement. Ce n'est pas de la chance, c'est une logique millénaire. Jack Ma éveillait une certaine sagesse. Il disait, ne suivez pas la foule, laissez-la se battre pour le bruit. Trouvez le signal. Les terres agricoles sont le signal. Ce n'est pas sexy. Ça ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux. Mais ça crée discrètement de la richesse pendant que le monde défile, distrait par le bruit. Pensez Y. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un n'a pas eu besoin de nourriture? Vous pouvez vivre sans une nouvelle application. Vous ne pouvez pas vivre sans votre prochain repas. Avec la croissance de la population mondiale, la demande alimentaire augmente, tandis que les terres productives sont limitées, voire en diminution en raison du développement. Cette équation fondamentale de l'offre et de la demande fait des terres agricoles un actif incroyablement résilient. Et devinez qui comprend cela? Les milliardaires du monde entier. Ils ne l'annoncent pas sur TikTok, mais achètent discrètement de vastes étendues de terres agricoles. Tandis que tous les autres courent après des illusions numériques ou des tendances volatiles, les terres agricoles se moquent du battage médiatique. Elles produisent, qu'il pleuve ou qu'il vente, que l'économie prospère ou qu'elle s'effondre, que ce soit en temps de guerre ou de paix. Alors posez-vous la question. Préférez-vous le stress et l'excitation constante du casino financier ou la confiance tranquille de posséder le terrain essentiel sur lequel tout le reste repose? Jack Ma a préféré le signal au bruit. Il est peut-être temps pour vous d'envisager de devenir propriétaire, vous aussi, d'une partie de la ferme. En s'éloignant des terres productives, certains actifs sont valorisés non pas pour ce qu'ils produisent, mais pour ce qu'ils sont. Des choses qui conservent leur valeur quand tout le reste semble fragile. Plan 6. Métaux précieux. Réserve de valeur et assurance. Or et argent. Voici une expérience de pensée. Si le système financier mondial était confronté à une crise demain, et si votre monnaie papier perdait significativement de sa valeur, qu'est-ce qui serait encore reconnu comme précieux dans le monde? Jack Ma, Warren Buffett,
Les banques centrales et d'innombrables empires à travers l'histoire sont tous d'accord. L'or et l'argent sont indémodables. Ils constituent une réserve de valeur depuis que Moïse a marché dans le désert. Ils ont survécu à tous les empires, toutes les monnaies, toutes les guerres, toutes les bulles, oui, même à toutes les tendances TikTok. Lorsque les économies sont instables, que l'inflation menace ou que les tensions géopolitiques s'intensifient, les milliardaires et les institutions ne paniquent pas. Ils achètent souvent de l'or. Pourquoi? Parce que c'est une assurance financière. Pendant que votre monnaie papier subit les contre-coups de l'inflation et perd son pouvoir d'achat, votre or ou votre argent reste là, tranquille, au frais, conservant son éclat et sa valeur. Et l'argent? On le qualifie souvent de cousin pratique de l'or. Plus volatile, certes, mais aussi plus accessible aux petits investisseurs. Point crucial, sa demande industrielle est importante. Il est utilisé dans l'électronique, les panneaux solaires et les équipements médicaux. Il n'est pas seulement esthétique, il est aussi performant, ce qui accroît la demande. Investir dans les métaux précieux ne vise généralement pas à s'enrichir rapidement. Il s'agit de préserver son patrimoine, de diversifier son portefeuille et de détenir un actif tangible qui n'est pas lié à la performance d'une entreprise ou à la stabilité d'un gouvernement. C'est un actif fondamental, un gardien silencieux en période d'incertitude. En parlant d'actifs tangibles liés à la terre, il existe une autre ressource naturelle dont la valeur augmente tranquillement, année après année, littéralement pendant que vous attendez. Quel bien croissant que vous le fassiez, prend de la valeur simplement avec l'âge et constitue une ressource fondamentale dont le monde a toujours besoin. Non, pas le gâteau aux fruits parfaitement vieillis de votre grand-mère. Nous parlons d'arbres. Les terres boisées sont des terres couvertes d'arbres exploités pour le bois, le papier et les matériaux de construction. C'est un bien précieux, souvent négligé, un bien dormant. Vous achetez une forêt, ou une partie d'une forêt. Vous la gérez de manière durable, ou vous engagez quelqu'un pour le faire. Les arbres grandissent, s'épaississent et prennent donc de la valeur chaque année. Lorsque les conditions du marché sont favorables, vous récoltez le bois mature. Vous le vendez. Vous réalisez un bénéfice. Ensuite, vous replantez et le cycle continue. Et si le marché du bois chute, qui s'en soucie? Les arbres ne consultent pas le marché boursier avant d'ajouter un nouvel anneau de croissance. On attend, tout simplement. On récolte quand les prix sont favorables. C'est une richesse patiente. Une richesse prévisible. Ajoutez à cela la valeur du terrain lui-même, qui pourrait également s'apprécier, et les revenus potentiels tirés des ressources naturelles comme l'eau ou même de futurs projets éoliens ou solaires, et vous disposez d'un actif véritablement susceptible de croître au fil des générations. Jacques Ma pourrait appeler cela l'énergie silencieuse. C'est un investissement qui ne réclame pas l'attention, mais qui, tranquillement et inexorablement, se renforce. Passons maintenant à un tout autre sujet. Si certains actifs sont précieux pour leur utilité ou leur production, d'autres le sont par leur rareté, leur histoire et leur importance culturelle. Plan numéro 8. Beaux-arts et objets de collection. Et si investir dans un tableau, une sculpture ou une pièce de collection, rare, pouvait être une voie légitime vers la richesse, et non un simple passe-temps pour les super riches? Alors que la plupart des gens suivent les fluctuations des marchés, les plus fortunés investissent souvent dans des objets dont l'offre est limitée et dont la demande culturelle ou historique est durable. Pensez à un tableau de Picasso, une voiture ancienne rare, un bijou emblématique, ou même certaines cartes à collectionner ou bandes dessinées de grande valeur. Ces actifs ne fluctuent pas nécessairement au gré des fluctuations quotidiennes du marché boursier. Leur valeur dépend souvent de leur rareté, de leur provenance, qui les possédaient auparavant, de leur état et de leur importance historique. Ils peuvent prendre de la valeur discrètement au fil des années, voire des décennies. Et il n'est pas forcément nécessaire d'être milliardaire pour se lancer. Il existe désormais des plateformes permettant d'investir en propriétés fractionnées de chefs-d'œuvre ou d'objets de collection de grande valeur, rendant cette classe d'actifs plus accessible. Il ne s'agit pas seulement d'afficher sa richesse. Il s'agit de comprendre que la valeur ne se limite pas à la génération de revenus. Elle peut aussi être liée à des objets uniques qui deviennent plus désirables au fil du temps grâce à leur rareté et à leur héritage. Il s'agit de construire quelque chose qui prend de la valeur sans nécessiter d'efforts constants au quotidien,
nourri par la passion et l'exclusivité. Achetez-vous des choses qui vident votre portefeuille et perdent de la valeur dès leur acquisition? Ou recherchez-vous des actifs, même atypiques, qui ont le potentiel d'améliorer votre avenir financier? Pour en revenir au monde des idées et de la créativité, les atouts les plus puissants ne sont pas toujours matériels. Certaines des plus grandes fortunes sont bâties sur des choses inaccessibles, mais qui impactent des millions de personnes. Schéma numéro 9. Le pouvoir de la propriété intellectuelle. Imaginez créer quelque chose de brillant une seule fois, une chanson entraînante, une invention révolutionnaire, un livre à succès, un code logiciel unique, et être rémunéré pour cela, année après année, décennie après décennie. C'est la magie de la propriété intellectuelle. Elle est le moteur de certaines des plus grandes fortunes mondiales, et les ultra-riches en ont parfaitement conscience. Ils savent que la véritable richesse ne se résume pas à créer quelque chose. Il s'agit de posséder les droits sur ce que l'on crée, garantissant ainsi des revenus continus bien après la fin du travail initial. Pensez au catalogue musical de Michael Jackson, qui continue de générer des millions de dollars par an bien après sa disparition. Ou à l'univers Harry Potter de J.K. Rowling, un empire de l'édition, du cinéma et des produits dérivés qui ne cessent de croître. Ou encore aux inventeurs détenteurs de brevets, qui touchent des royalties à chaque fois que leur idée est utilisée par une entreprise, sans lever le petit doigt. Il ne s'agit pas seulement du produit lui-même, ce sont les droits légaux et la propriété qui transforment une création en un actif durable. Jack Ma a dit avec sagesse, « Votre idée n'a de valeur que si vous la protégez. » En protégeant votre propriété intellectuelle par le biais de droits d'auteur, de marques déposées, de brevets ou simplement de droits de propriété contractuels, vous transformez votre cerveau, votre créativité et votre perspective unique en une usine à votre service, générant constamment des revenus. Alors posez-vous la question. Créez-vous simplement de la valeur pour les autres, en écrivant, en concevant, en codant, en chantant, en innovant, sans en garantir la propriété? Ou veillez-vous à ce que vos créations intellectuelles soient des actifs qui vous rapporteront passivement pendant des années? Protéger votre propriété intellectuelle pourrait être la clé pour accéder à une liberté financière durable, grâce à vos efforts créatifs. Examinons maintenant les actifs qui privilégient la stabilité et la prévisibilité à une croissance fulgurante. Le genre d'investissement qui offre la tranquillité d'esprit. Plan numéro 10. Obligations à haut rendement et titres du trésor. Les riches ne recherchent pas seulement une croissance dynamique, ils privilégient également la préservation du capital et des revenus stables. Alors que beaucoup se concentrent sur les fluctuations quotidiennes du marché boursier, les riches investissent souvent une part importante de leur patrimoine dans des actifs stables et fiables comme les obligations d'État, titres du trésor et les obligations d'entreprise. Ce ne sont pas des solutions sophistiquées. Il s'agit simplement de prêts d'argent, soit à un gouvernement, comme le Trésor américain, soit à une grande entreprise stable. En contrepartie, ils vous versent des intérêts réguliers sur une période déterminée et vous remboursent votre capital à l'échéance. C'est un moyen stable, souvent moins risqué, de gagner de l'argent que les actions, et moins sensible à la volatilité des marchés. Pensez aux grandes institutions comme les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de pension. Où placent-elles des milliards lorsqu'elles ont besoin de sécurité et de revenus prévisibles? Souvent dans ce type d'obligations. Elles sont l'équivalent financier de la soupe réconfortante et fiable de grand-mère pour les jours de pluie. Peut-être pas très excitante, mais incroyablement sûre et fiable. Il existe également des obligations à haut rendement, parfois appelées les junk bonds, qui sont des prêts accordés à des entreprises dont la notation de crédit est plus faible. Elles sont certes plus risquées, mais offrent des taux d'intérêt plus élevés en contrepartie. Elles constituent toujours une forme de prêt d'argent, mais à des emprunteurs plus ambitieux ou moins expérimentés. Alors que tout le monde se bat pour des profits rapides et surfe sur les vagues du marché, ceux qui comprennent ces actifs restent calmes, sirotent leur café et regardent leur paiement d'intérêt prévisible arriver. Comme Jack Ma l'a judicieusement laissé entendre, les riches ne se contentent pas de courir après. Ils plantent des graines fiables et attendent ensuite patiemment la récolte régulière. Êtes-vous constamment à la recherche de la nouvelle tendance,
en fonction du BES? Ou construisez-vous un portefeuille diversifié composé d'actifs fiables conçus pour vous rapporter régulièrement au fil du temps, indépendamment de l'actualité du marché? Revenons maintenant à la notion de luxe. Et si ces achats apparemment extravagants n'étaient pas seulement une question d'esbrouf, mais des investissements stratégiques dans des actifs qui prennent de la valeur? Plan numéro 11. Les biens de luxe. À première vue, acheter une montre rare, une voiture de collection ou un bijou coûteux semble être l'exemple même d'une dépense d'argent, et non d'une simple création. Mais voici un détail fascinant. Les riches gagnent souvent de l'argent grâce à des choses qui semblent être le fruit d'un simple divertissement ou d'une simple frime. Imaginons que vous achetiez une montre Rolex très recherchée. 10 ans passent. La plupart des gens ne voient qu'une montre de luxe. Mais si vous la choisissez judicieusement, en prenez soin et conservez la boîte et les papiers, cette même montre pourrait aujourd'hui valoir le double, voire le triple, de son prix d'achat. Car le luxe, à son apogée, n'est pas seulement une marque, c'est un bien méticuleusement choisi et qui prend de la valeur. Pensez à une voiture de collection rare. Vous l'appréciez, vous l'entretenez impeccablement, vous limitez son kilométrage. Un jour, un collectionneur vous propose une offre bien plus élevée que ce que vous avez payé. Qui rit maintenant? Bijoux raffinés, sacs à main de créateurs, souvenirs sportifs rares. Ces objets, caractérisés par leur rareté, le prestige de leur marque et leur forte demande, peuvent conserver et même augmenter leur valeur, affichant parfois de bons résultats en période de crise économique lorsque les actifs plus traditionnels vacillent. L'essentiel est que les riches ne se contentent pas de consommer du luxe, ils y investissent de manière stratégique. Ils savent quels articles sont rares, quelles marques conservent leur valeur au fil du temps et quelles pièces sont susceptibles de devenir des objets de collection. Ils achètent l'exclusivité, la provenance et l'histoire, sachant que lorsque la demande est forte et l'offre fixe, les prix grimperont en flèche. Cela nous ramène à une question fondamentale. Achetez-vous des choses qui vident votre portefeuille principalement pour un plaisir temporaire ou pour améliorer votre statut? Ou apprenez-vous à identifier et à investir dans des actifs, même ceux déguisés en luxe, qui ont le potentiel de prendre de la valeur et de nourrir votre avenir financier? Prêt à redéfinir le luxe? Allez dans les commentaires et tapez cette phrase. Le luxe, ce n'est pas ce que l'on porte, c'est ce qui continue de nous plaire bien après la fête. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous voyez la valeur sous un autre angle, et je vous en serai reconnaissant. Suivant le thème de l'appréciation des biens de consommation, il existe certains actifs uniques que vous pourriez même trouver dans une cave et qui peuvent générer des rendements surprenants. Plan numéro 12. Grand vin et whisky rare. Imaginez acheter aujourd'hui une bouteille d'un millésime rare ou d'un whisky en édition limitée pour quelques centaines de dollars. Vous ne la buvez pas. Vous la conservez correctement. Quelques années ou 10 ans plus tard, un collectionneur vous offre des milliers de dollars pour cette même bouteille. Elle est restée là, vieillissant tranquillement, accomplissant tout le travail et s'appréciant comme un précieux bien. Pour la plupart des gens, le vin et le whisky sont des biens de plaisir. Pour un nombre croissant d'investisseurs avisés, ce sont des actifs qui prennent de la valeur. Le secret? La rareté et le temps. Lorsqu'une distillerie commercialise un lot rare, ou qu'un vignoble produit un millésime exceptionnel en quantité limitée, c'est souvent la fin. À mesure que les collectionneurs et les connaisseurs acquièrent et consomment ces stocks limités, les bouteilles non ouvertes restantes se raréfient et leur valeur peut grimper en flèche, surtout si la qualité est exceptionnelle. Le même principe sous-jacent sous-tend les objets de collection. L'exclusivité et une demande croissante face à une offre stable ou en baisse. Certes, il faut un certain temps pour comprendre quels vins ou whisky sont susceptibles de prendre de la valeur, et un stockage adéquat est crucial. Mais des fonds d'investissement dédiés aux spiritueux rares émergent également, rendant cette classe d'actifs plus accessible. Jacques Ma croyait aux investissements qui croissent passivement, nécessitant un minimum d'efforts continus de la part du propriétaire. Quoi de plus passif que de laisser une bouteille scellée reposer dans une cave sombre et à température contrôlée, se chargeant ainsi de sa plus-value? Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un possédant une bouteille vraiment exceptionnelle, vous vous demanderez peut-être, est-ce un buveur ou un investisseur silencieux en or liquide? Des actifs liquides aux actifs papier, mais pas ceux que l'on imprime, ceux que l'on lit.
Plan numéro 13. Livres et manuscrits rares. Et si un vieux livre poussiéreux n'était pas seulement un objet que l'on donnerait à une œuvre caritative, mais une véritable fortune à découvrir? La première édition d'un roman culte, signé par l'auteur, pourrait valoir des milliers de dollars. Un manuscrit ancien, un document historique, un livre ayant appartenu à un personnage célèbre avec ses notes personnelles, ce ne sont pas que du papier et de l'encre. Ce sont des fragments d'histoire, de culture et de génie humain. La valeur ne dépend pas seulement de son âge, elle dépend aussi de sa rareté, de son état, de son importance historique et de sa provenance. Un livre n'a pas besoin d'être ancien pour avoir de la valeur. Le premier tirage d'un classique moderne, surtout signé, peut atteindre des prix élevés. Les riches comprennent que toutes les richesses ne sont pas forcément attrayantes. Parfois, elles restent discrètement sur une étagère, accumulant de la valeur tandis que le monde est distrait par l'éphémère. C'est une forme subtile et intellectuelle d'investissement dans l'histoire et le patrimoine. Comme le dit le proverbe, la vraie valeur est souvent invisible, jusqu'à ce que quelqu'un la comprenne et la voie vraiment. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vider vos étagères, rappelez-vous, votre prochaine fortune pourrait se cacher dans un livre que vous avez failli donner. Tapez cette phrase dans les commentaires. La vraie valeur est souvent invisible jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la voie. Dites-moi que vous appréciez le pouvoir subtil de ces atouts cachés. Je donnerai un coup de cœur à votre commentaire. De retour dans le monde numérique, explorons comment posséder un bien immobilier en ligne peut générer des revenus pendant que vous dormez. Plan numéro 14. Site web générateur de revenus. Posséder un site web performant, c'est comme posséder une boutique rentable sur la rue numérique la plus fréquentée du monde. Mais contrairement à un magasin physique, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les portes chaque matin. Un blog bien conçu, un site e-commerce de niche, un outil en ligne utile ou un site de contenu populaire peuvent générer des revenus 24h/24 et 7h/7, souvent avec un minimum d'efforts une fois établis. Les revenus peuvent provenir de la publicité, du marketing d'affiliation, promotion des produits d'autres utilisateurs, de la vente de vos propres produits numériques ou physiques, ou de la fourniture de contenu par abonnement. Chaque clic, chaque visite, chaque vente réalisée sur ce site représente un dollar potentiel gagné, que vous soyez éveillé ou endormi. Certains créent des sites web de toutes pièces, créant du contenu ou des services de qualité. D'autres rachètent des sites web existants et peu performants et les améliorent, les transformant en maisons virtuelles pour en tirer un profit, ou les conservant pour générer des revenus récurrents. Les coûts de démarrage peuvent être relativement faibles par rapport à ceux d'une entreprise physique ou de l'immobilier, mais le potentiel de portée mondiale est considérable. Votre audience ne se limite pas à votre quartier. Elle s'étend à toute personne disposant d'une connexion Internet. Jack Ma ne voyait pas Internet comme un simple outil. Il le voyait comme un vaste univers interconnecté d'opportunités. Et dans cet univers, posséder un bien numérique de valeur signifie que votre argent ne dort jamais. Alors posez-vous la question, passez-vous votre temps en ligne à parcourir passivement des flux interminables? Ou créez-vous ou acquérez-vous activement des ressources numériques que d'autres consulteront, créant ainsi de la valeur et générant des revenus pour vous? Enfin, parlons de la captation de l'attention. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est une monnaie précieuse, et ceux qui parviennent à la capter et à la conserver peuvent bâtir des empires. Plan numéro 15. Les entreprises médiatiques, grandes et petites. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les créateurs de contenu, les podcasteurs, les youtubeurs et les personnalités en ligne semblent accumuler autant de richesses et d'influence? Parce qu'ils possèdent les médias qui captent l'attention. Une simple vidéo virale, un épisode de podcast captivant, une newsletter populaire, un article de blog percutant. S'il trouve un écho, il est partagé, regardé, écouté, republié et monétisé à l'infini. Voilà le pouvoir d'être propriétaire d'une entreprise médiatique, même si cette entreprise se résume à vous et à une caméra. Nul besoin d'un studio hollywoodien ou d'une équipe imposante pour démarrer. Il vous faut une perspective pertinente, de la cohérence, la volonté d'entrer en contact avec un public et des plateformes pour diffuser votre contenu. Les riches ne se contentent pas de consommer des médias. Ils possèdent les chaînes qui créent les contenus que d'autres visionnent en boucle. Ils captent votre attention, construisent une audience, puis monétisent cette attention par la publicité.
le parrainage, la vente de produits, physiques ou numériques, du contenu premium ou la création d'entreprises connexes. Dans une économie de l'attention, posséder un canal médiatique, c'est posséder un lien direct avec son public, un atout puissant qui peut générer des revenus et exercer une influence. Le défi est donc le suivant. Qu'est-ce qui vous empêche d'être le canal, et non le simple spectateur? Allez dans les commentaires et écrivez. Le contenu est à feu. Les réseaux sociaux sont de l'essence. Créez quelque chose de significatif, et le monde alimentera votre empire. C'est un changement de mentalité puissant. En conclusion, la véritable richesse n'est souvent pas criarde. Elle ne s'annonce pas toujours avec des voitures Tapax en graveleuil ou des étalages ostentatoires. Parfois, elle murmure. Elle croît discrètement en coulisses, se multipliant grâce à des décisions judicieuses et à une gestion stratégique des actifs, tandis que d'autres se laissent distraire par le bruit et les tendances passagères. Jack Ma n'a pas seulement créé une entreprise, il a bâti un écosystème, un réseau de valeurs et d'actifs qui continue de prospérer bien après les difficultés initiales. Ce n'est pas de la chance. C'est de la vision, de la patience et une approche fondamentalement différente de la gestion de l'argent. C'est ce qui arrive quand on cesse de travailler uniquement pour un salaire et qu'on commence à se constituer des actifs qui travaillent sans relâche pour soi. Pensez à ce que vous investissez actuellement, votre temps, votre énergie, votre créativité, votre concentration. Êtes-vous simplement en train de vous épuiser dans l'espoir d'un meilleur salaire? Ou plantez-vous des graines pour l'avenir, construisant petit à petit des actifs qui vous offriront un toit et une subsistance pour les décennies à venir? La richesse ne vient pas seulement d'heures interminables, de travail acharné. Elle vient d'un travail intelligent, de décisions réfléchies et de la création de systèmes rentables à long terme. Votre créativité, votre patience, votre attention aux principes importants, tout cela est une monnaie d'échange. Utilisez-les judicieusement et elles vous apporteront bien plus que de l'argent. Elles vous apporteront temps, tranquillité d'esprit, sécurité et la capacité d'avoir un impact durable. Jack Ma a bâti plus que de la richesse, il a laissé un héritage fondé sur une réflexion différente et la création de valeur. Nul besoin d'être milliardaire pour faire de même. Commencez dès aujourd'hui. Commencez par changer votre état d'esprit. Commencez par prendre des décisions réfléchies. Commencez par découvrir ces clés pour bâtir une véritable richesse. Agissez intelligemment. Construisez quelque chose qui dure. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre principal enseignement ou le plan d'action qui vous a le plus marqué. Et si vous avez suivi ce parcours jusqu'au bout, laissez un commentaire disant « J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, alors donnez-moi un coup de cœur ». Cela me montre que vous êtes vraiment déterminé à apprendre et à progresser. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre principal enseignement ou le plan d'action qui vous a le plus marqué. Et si vous avez suivi ce parcours jusqu'au bout, laissez un commentaire disant « J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, alors donnez-moi un coup de cœur ». Cela me montre que vous êtes vraiment déterminé à apprendre et à progresser. Et n'oubliez pas, d'autres vidéos qui changeront votre vie vous attendent ici, sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles et continuez à améliorer votre situation financière. Nous vous remercions. Nous croyons en vous. Et nous sommes là pour vous aider à progresser et à réussir. À bientôt pour la prochaine vidéo.